Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur la question de l'eau, la question du traitement des eaux industrielles. Je vous propose qu'on passe un petit film pour commencer qui présente Pôle Énergie. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels. Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés ? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités ? Voilà, bonjour à tous, merci de votre présence. On vous a présenté Pôle Énergie, alors vous avez vu qu'on parle beaucoup de décarbonation et d'énergie, mais ce matin nous allons parler des questions d'eau, de traitement des eaux industrielles pour leur réutilisation, ce qu'on appelle le reuse ou le rejet au milieu naturel. Avec 2 entreprises et puis l'Adréal qui est avec nous ce matin. De l'Adréal, j'ai Julien Devroute qui démarrera tout à l'heure, David Poisa de Temtech et Michel Consentino de Soléo Environnement. Alors, pourquoi nous avons choisi de parler de l'eau ? C'est un peu un enjeu caché, l'eau, mais qui peut devenir crucial. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas encore non plus un coût direct très cher au mètre cube, mais ça peut avoir des conséquences indirectes assez élevées. Ça peut coûter très cher en pénalité quand il y a de la pollution ou ça peut coûter très cher quand un arrêté préfectoral arrive et oblige à des arrêts de production. Et la complexité, c'est que quand il y a des problèmes d'eau, on se rend compte souvent qu'il y a une espèce d'intermittence des crises. C'est-à-dire qu'on a des cas de pénurie, des cas de sécheresse, des cas de nappes phréatiques qui ne se renouvellent pas, mais ça n'est pas encore un phénomène suffisamment généralisé, bien que largement documenté et étayé, mais pour qu'il y ait une prise de conscience générale et une action des industriels. Donc, on est un peu des pionniers ce matin à réfléchir sur ces questions. Et en tout cas, bon nombre d'industriels, d'agences sont d'accord pour dire que c'est un enjeu central de la stratégie des entreprises, évidemment à cause du changement climatique. La disponibilité de la ressource ne va plus de soi. Il y a un problème de recharge des nappes phréatiques. Je relisais ce matin, la BPI dit qu'il y a 3 leviers, en gros, pour les entreprises. Le premier, c'est des outils numériques de modélisation des flux pour optimiser les consommations d'eau. Mais c'est aussi la détection des fuites à travers des capteurs, des mesures, même des drones, j'ai entendu. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour les industriels. Et c'est enfin, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la purification de l'eau et le recyclage. Et donc, c'est toute la thématique reuse, donc réutilisation de l'eau, mais qui pose effectivement la question de la dépollution des eaux aussi, à travers les métaux lourds, mais aussi des nouveaux polluants, ce qu'on appelle les polluants éternels, qu'on commence à rencontrer de plus en plus dans nos eaux et qui posent de sérieuses problématiques pour les éliminer. Alors, on a 2 entreprises qui sont là pour présenter 2 technologies qui sont, je dirais, plutôt complémentaires, pas forcément concurrentes. Et puis, on pensait que c'était bien, tout d'abord, qu'il y ait un point sur la réglementation
à la fois au niveau européen et au niveau français. Le niveau européen, ça nous dit ce qui sera demain matin. Le niveau français, c'est ce qui est aujourd'hui. Je vais laisser Monsieur Devroult présenter. Donc, merci à tous d'être là. Et sans plus tarder, je donne la parole à Julien Devroult. Bonjour à tous, donc j'espère qu'on m'entend bien. Donc effectivement, donc Julien Devroult, donc je suis inspecteur des installations classées, donc référent régional sur la thématique eau au service risque de l'Adréal. Donc on m'a demandé d'intervenir pour faire un rappel sur différents points de réglementation relatifs à l'eau. Donc voilà, je vais faire un balayage assez général sur ces sujets-là. Voilà, des points qui seront, je pense, pour tous relativement des rappels, mais c'est important de poser le contexte par rapport à cette problématique. Donc sur le cadre européen, juste pour replacer également, on a 2 directives notables qu'on vient de citer quand on parle d'eau pour les industriels. C'est la directive 4 sur l'eau d'octobre 2000 et cette directive FI qui vont fixer des objectifs de bon état des masses d'eau et ensuite qui sont déclinés au niveau des États membres. Et on a la directive IED de novembre 2010 pour les principaux émetteurs, dont les principes directeurs sont le recours aux meilleures techniques disponibles, leur examen périodique des conditions d'autorisation et la remise en état du site en cas de cessation dans un état au moins équivalent à l'état initial. Pour cela, on se base sur des documents européens, documents brefs par secteur d'activité. Donc on a 32 secteurs d'activité qui sont concernés au total, et sur des niveaux d'émissions associés au MTD, donc les NEA MTD, donc des niveaux limites qu'il faut respecter au niveau du rejet dans le milieu naturel. Cette directive IED a une nouvelle version, entre guillemets, une directive IED dite 2.0 d'avril 2024, qui devra être transposée au plus tard au 1er juillet 2026, avec trois points majeurs à noter de cette directive. C'est le renforcement de la notion de valeur limite d'émission, avec une ambition de viser cette fois les fourchettes basses, et NEMTD souvent était en forme de fourchette, une fourchette basse, une fourchette haute. Et donc l'ambition, c'est de viser les fourchettes basses dans les limites qui sont fixées en sortie d'établissement avant rejet au milieu naturel. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la participation et de l'information du public. Donc voilà, que le public ait plus accès à toutes les données environnementales de façon plus directe. Et le dernier point, c'est le renforcement des dispositions relatives cette fois aux sanctions, qu'elles soient plus effectives, proportionnées et dissuasives, pour vraiment l'ambition d'une protection, d'une préservation maximale de l'environnement et de la ressource. Au niveau du cadre national, donc là, le cadre national s'appuie sur l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour les installations classées soumises à autorisation. C'est vraiment l'arrêté cadre, et on a des arrêtés ministériels sectoriels vraiment spécifiques à certains secteurs d'activité. Et je parlais de la directive IED, pour un certain nombre de secteurs, on a aussi des arrêtés ministériels de prescription générale qui découlent de cette directive. Donc dans ces arrêtés, dans l'arrêté ministériel du 2 février 1998 de façon générale, et dans ces arrêtés, on a donc la réglementation des rejets aqueux des ICPE. Un point majeur, c'est la fixation de valeurs limites d'émission pour les rejets directs au milieu, et aussi le cas des rejets raccordés à une station d'épuration collective qui est prévu. On vise les macropolluants, MES, DCO, des BO, azote, phosphore, et les micropolluants ont été ajoutés par un arrêté du 24 août 2017 qui est venu modifier l'arrêté de février 1998 et divers arrêtés sectoriels suite à l'action RSDE sur la recherche des substances dangereuses dans l'eau. On va donc y retrouver à la fois des substances caractéristiques des activités industrielles, mais aussi les substances dangereuses qui entrent dans la qualification de l'état des masses d'eau en lien avec les objectifs de bon état que j'évoquais de la directive 4 sur l'eau. Donc on a des substances de l'état chimique et des polluants spécifiques de l'état écologique. Les valeurs limites donc sont fixées en concentration et conditionnées au flux émis. Et derrière, on fixe des fréquences de surveillance en fonction de ce flux. Donc cet arrêté ministériel, c'est un cadre minimal qui doit être respecté, mais qui peut être renforcé par l'arrêté préfectoral d'autorisation du site en question, en fonction de l'impact sanitaire, de l'acceptabilité milieu, de la convention de rejet pour les établissements qui sont raccordés à une station d'épuration, et de la performance des installations, avec un objectif majeur que l'on vise à atteindre, c'est la réduction maximale des substances polluantes dans les milieux par une réduction à la source et une efficacité des moyens de traitement qui doivent être adaptés à la pollution à traiter. Un petit rappel qui, je dirais un petit peu à côté du cadre réglementaire, mais qui permet justement de l'alimenter, c'est le plan eau qui a été annoncé par le président de la République le 30 mars 2023, qui contient 53 mesures, et donc qui a permis ces dernières années d'avancer sur le sujet de l'eau, notamment sur la réglementation, sur l'aspect de la sobriété hydrique, avec un objectif qui a été fixé de diminution des prélèvements de 10% à l'horizon 2030, avec derrière une volonté d'avoir une amélioration vraiment de la mesure pour connaître finement ce qui est prélevé, ce qui est utilisé, avec la volonté de mise en place de compteurs
on va dire, efficace et avec télérelève. On souhaite viser la disponibilité, l'optimisation de la disponibilité de la ressource avec une sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, avec un objectif majeur qui est la réduction des fuites. C'est évoqué en introduction. Ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et dans ce plan eau, on vise aussi de lever certains freins réglementaires qui pouvaient exister pour la valorisation des eaux non conventionnelles, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Et voilà, et derrière, des grands axes, notamment par rapport aux crises sécheresse qui sont visés également. Sur l'aspect sobriété hydrique que je viens d'évoquer, juste un rappel sur un point qui figure dans l'arrêté du 2 février 1998 que j'évoquais juste avant, c'est que son article 2 précise que les installations classées doivent utiliser l'eau de façon efficace, économe et durable et vise le développement du recyclage et de la réutilisation des eaux, que ce soit les eaux usées traitées et des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable. Donc on est vraiment dans cet esprit de la sécurisation de l'accès à l'eau pour tous et de vraiment d'utiliser les ressources de façon efficace. Sur le sujet de la réutilisation des eaux, donc quelques points sur les évolutions réglementaires qu'on a eues récemment, et notamment sur ce point-là, pour les installations classées, une note d'information a été faite par le ministère, une note d'information aussi sous forme de foire aux questions, a été faite en juin 2025, et j'ai remis le lien où se trouve cette foire aux questions, pour un petit peu, on va dire, débroussailler ce sujet qui peut paraître complexe tout de même, avec un cadre réglementaire pas toujours aisé, mais qui est construit selon 3 axes, selon le lieu d'utilisation de ces eaux qui sont réutilisées, en ICPE et hors ICPE, les usages de l'eau, que ce soit des usages domestiques, alimentaires ou d'autres usages, et les types d'eau qui sont réutilisés. Ces 3 critères vont permettre d'identifier quelles sont les exigences techniques pour la réutilisation de ces eaux, la procédure administrative à mettre en œuvre pour pouvoir procéder à cette réutilisation et quel sera le service instructeur sur le sujet. Un point malgré tout à noter, c'est que la réglementation ICPE encadre la majorité des réutilisations possibles. Alors là, je ne vais pas détailler ce tableau, c'est juste un extrait de la foire aux questions, mais qui synthétise les différents textes par catégorie d'usage, différents textes réglementaires qui sont sortis ces 2 dernières années, qui permettent justement la réutilisation des eaux usées traitées. Donc ça, voilà, ça c'est la suite avec les usages possibles de ces eaux et les eaux qui peuvent être utilisables. Sur la réutilisation et l'usage en ICPE, quelques mots qui me paraissent importants. C'est notamment un point sur on a la catégorie autres usages. Qu'est-ce qu'on entend par autres usages? Bon, par définition, c'est tout usage qui ne relève pas de la catégorie secteur alimentaire ou usage domestique. Et on va y retrouver donc les usages industriels, notamment pour le procédé, pour du refroidissement, en tant qu'intrant dans la composition des produits ou pour le lavage de matériel. Et c'est des choses qu'on retrouve sur un certain nombre de sites. Les types d'eau usée vont avoir des caractéristiques variées selon la diversité des activités, des procédés, les traitements qui vont être en place et l'étape de réutilisation. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est cette réutilisation au sein même du site pour des usages industriels est déjà possible. Il n'y a pas eu d'évolution réglementaire sur le sujet et c'est encadré par la réglementation ICPE. Donc on est sur la notion de réutilisation au sein d'un même site, de recyclage de ces eaux. Des points d'attention qui sont importants néanmoins à avoir en tête quand on parle de réutilisation, c'est de prendre en compte l'ensemble des impacts sur la ressource en eau. D'une part, sur l'enjeu quantitatif. Donc, c'est la réutilisation des eaux va engendrer une diminution des volumes rejetés au milieu naturel, potentiellement. Quelles peuvent être les conséquences sur le milieu récepteur, notamment en période d'étiage? C'est un point qui doit être pris en compte. Au niveau des enjeux qualitatifs, une diminution des prélèvements peut engendrer une évolution des niveaux de concentration des polluants dans les eaux rejetées. Là, il faut regarder si derrière, ça a des conséquences sur les traitements qui seront nécessaires en interne, ou en tout cas avant le rejet, pour ne pas dégrader la qualité de ces rejets et donc contribuer à une dégradation des cours d'eau. Donc, c'est pour ça que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'opportunité d'un projet de réutilisation doit être appréciée au regard vraiment des changements qu'il va apporter globalement sur l'environnement et pas seulement sur l'aspect réutilisation qui est à la base quelque chose de vertueux. Mais voilà, faut être vigilant sur, on va dire, l'intégralité. 2 petits points, c'est bien pensé aussi, c'est aux aides de l'agence de l'eau sur les études, donc l'étude de réutilisation des eaux. Donc là-dessus, bien avoir en tête que l'agence de l'eau peut financer ces études et aussi pour tout ce qui est travaux qui peuvent être mis en place. Donc ça, ne pas hésiter à les solliciter. Et donc pour une installation classée, donc cette réutilisation pourrait concerner toutes les catégories d'eau, donc que ce soit les eaux de process, mais aussi les eaux pluviales. Donc ça, bien avoir en tête, et ça, c'est parfois, je dirais, négligé le fait que les eaux pluviales sont une ressource et peuvent être une ressource intéressante pour un certain nombre de domaines. Et les eaux en provenance aussi d'autres ICPE ou d'autres sources. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer
et qu'il faudra explorer à l'avenir. Quelques points, c'est sur la partie sécheresse, notamment restriction en cas de sécheresse. Donc là, en termes de rappel, c'est qu'un arrêté ministériel du 30 juin 2023 est venu encadrer les restrictions pour les installations classées qui prélèvent plus de 10 000 m3 par an. Donc ça définit un cadre national avec des niveaux de réduction associés au niveau de gravité, mais ça laisse la possibilité au préfet d'adapter en fonction des circonstances locales. Et donc notamment, en Nord-Pas-de-Calais, on va retrouver des restrictions, des niveaux de restriction qui vont être plus contraignants que le cadre national. Et ça, c'est vraiment par rapport au contexte local. Donc c'est niveau de réduction qui sont dans l'arrêté ministériel fixé à 5% en cas d'alerte, 10% en cas d'alerte renforcée et 25% en cas de crise. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'un site internet, le site Vigio, permet de connaître à tout moment dans quelle situation de sécheresse, état de gravité sécheresse, se trouve le secteur dans lequel on se situe. Et ces réductions qui sont demandées ne sont pas applicables aux usages qu'on va indiquer comme étant nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations et à la défense contre l'incendie notamment. Donc il y a cette distinction qui est faite. Avoir en tête aussi, c'est que cet arrêté prévoit des exemptions pour certains types d'activités, mais aussi pour les cas de sites qui vont réutiliser au moins 20% d'eau, qui ont réduit leur prélèvement de plus de 20% depuis 2018. Donc ça, voilà, c'est vraiment une incitation à optimiser cette gestion de l'eau sur le site. Quelques points sur le sujet des PFAS. C'est évoqué en introduction, le sujet ce qu'on appelle, on va dire, communément les polluants éternels. Donc sur les PFAS, au niveau des installations classées, donc un seul PFAS est réglementé, c'est le PFOS, avec une valeur limite de 25 microgrammes litre pour le rejet au milieu naturel depuis 2023. Pas d'autres PFAS ne disposent de valeur limite à ce stade, et on a assez peu de normes sur les valeurs toxicologiques de référence. Donc aujourd'hui, l'enjeu sur les PFAS, c'est d'améliorer les connaissances scientifiques qui existent sur les concentrations qui peuvent être tolérées. Donc il y a des saisines d'un certain nombre d'organismes qui permettent d'avancer sur ces sujets-là, d'identifier les sites susceptibles d'être émetteurs significatifs. Donc ça, c'est en cours et un arrêté ministériel que je vais juste évoquer après le permet, et réduire les émissions les plus significatives de PFAS. Donc l'arrêté ministériel que j'évoquais du 20 juin 2023, qui s'adresse aux installations classées soumises à autorisation avec rejet à queue, qui vise 31 rubriques et qui demande de faire l'inventaire des PFAS qui peuvent être produits ou émis par le site, et qui demande de faire des campagnes d'analyse pour identifier quels sites sont émetteurs de PFAS sur les PFAS qui sont visés dans la directive haute consommation humaine, et derrière pour viser la réduction de ces PFAS. Sur le sujet des PFAS, un plan d'action interministériel a été adopté en avril 2024. Donc je vais pas le détailler, mais je vous ai repris ici les 5 axes majeurs qui sont visés dans ce plan d'action, qui est constitué de 26 actions et 55 sous-actions pour progresser collectivement sur le sujet des PFAS. Et le dernier point sur les PFAS, c'est une loi qui a été signée le 27 février 2025 qui vise l'interdiction de la fabrication, de l'importation d'un certain nombre de produits contenant des PFAS, la définition d'une trajectoire française de réduction de ces rejets de PFAS sous 5 ans et la mise en place d'une redevance pour les ICPE qui rejettent des PFAS au-delà d'un certain seuil. Au niveau des évolutions réglementaires, c'est le décret trajectoire du 8 septembre 2025 qui est venu transcrire la diminution progressive qui est demandée sur les émissions de PFAS dans les rejets à queue. Et à noter aussi un arrêté ministériel de septembre 2025 qui à destination des stations de traitement des eaux usées urbaines. Pour continuer cette acquisition de connaissances pour là maintenant qu'on a une idée de ce qui va être rejeté en sortie d'installations industrielles, c'est de voir ce qu'on va retrouver en sortie des stations de traitement des eaux usées urbaines. Voilà, j'ai essayé d'être assez concis pour tenir le timing. Merci de votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je reste à disposition. Merci pour cette très bonne introduction. Alors bien sûr, vous recevrez le PowerPoint parce qu'évidemment, on ne peut pas tout ingurgiter en une seule fois, mais c'est toujours bien d'avoir un panorama complet de la législation. Voilà, je laisse la parole à David Poisa pour expliquer comment sa technologie et surtout l'essai qui a été, c'est plus qu'un essai, c'est une première industrielle qui a été montée chez Ryssen Alcool et successful, comme on dit. Et je vous laisse la parole, Monsieur Poisa. Merci, Jean. Donc merci à Pôle Énergie d'avoir organisé cet événement. Merci à l'ensemble des participants de cet inscrit. Et effectivement, n'hésitez pas à intervenir sur
sur le chat si vous avez des questions durant la présentation, que je vais essayer de faire la plus synthétique possible pour laisser la place aux échanges en fin de webinaire. Je vais vous parler d'AquaHive, une solution qui a pour objectif de concentrer les effluents et de permettre la réutilisation après concentration de l'eau extraite de ces mêmes effluents industriels. Un petit mot sur la société STEM tout d'abord. STEM, c'est une société qui a été créée en 2020, qui est une spin-off de l'École des Mines, qui valorise les travaux de recherche de l'École des Mines autour d'une technologie d'échange membranaire de vapeur d'eau. Deux applications principales, l'une dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est un produit sur la déshumidification de l'air pour aller traiter avec une solution extrêmement sobre en énergie pour atteindre des niveaux de déshumidification qui sont conventionnels dans les milieux industriels avec une consommation énergétique très faible. Et la solution dont je vais parler aujourd'hui, qui a pour but de concentrer les eaux industrielles et de permettre la réutilisation ultérieure de l'eau extraite. Je passe sur cette slide puisqu'on a eu l'introduction sur les enjeux environnementaux qui font qu'on se parle aujourd'hui et qu'on intervient pour… et j'ai bien aimé l'introduction de Jean sur cet esprit pionnier. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup de logiques territoriales qui sont mobilisées pour l'eau. Les sensibilités territoriales sont variées en France en fonction des pressions hydriques locales, mais on s'inscrit définitivement dans un enjeu d'une industrie qui se veut plus durable pour la décennie à venir. La solution AquaHive, comment ça se présente? Alors, cette slide un peu technique, mais je pourrais répondre plus précisément à vos questions ultérieurement. L'objectif de la solution AquaHive, c'est d'extraire de la vapeur d'eau par séparation membranaire. Donc, comment ça se passe et pourquoi c'est efficace énergétiquement? Tout d'abord, on va considérer un effluent industriel, quel qu'il soit chargé en ions, en composés organiques, en MES, et on va le chauffer à basse température, l'objectif étant de trouver ce moyen de chauffage sur de la chaleur fatale existant sur site industriel. Et on va pulvériser cet effluent à l'intérieur de cadres membranaires que j'ai représentés sur le petit zoom ici, en orange. C'est une pulvérisation qui se fait à pression atmosphérique. Il faut imaginer une douche en fait à l'intérieur de ces canaux membranaires. De cette douche d'effluent, être diffusée de la vapeur, puisqu'on l'aura chauffée au préalable, comme la douche matinale de chacun d'entre nous. Et cette vapeur va traverser les membranes de nos cadres membranaires et se condenser sur des parois froides dans lesquelles on fait circuler de l'eau du réseau. Ces gouttelettes de condensation vont être collectées pour être du coup constituer le distillat qu'on va extraire de ces effluents industriels. Alors, deux petites choses. Ce schéma est un peu synthétique. On n'atteint pas le 80% et le 20% d'une seule passe. On reboucle l'effluent en bénéficiant d'un nouvel apport de chaleur pour le refaire circuler dans un ou plusieurs modules qui permettent, en fonction du volume d'effluent à traiter, une concentration définitive qui peut aller jusqu'à un facteur 4 et donc de là sortir 80% sous forme de distillat débarrassé des composés ioniques, organiques qui constituent l'effluent industriel. Les caractéristiques de cette solution aujourd'hui, c'est qu'on est adapté à un très très grand nombre de polluants. On a eu l'occasion de traiter sur notre banc d'essai en laboratoire des échantillons qui sont en particulier très fortement chargés en matériel organique comme des effluents de laboratoire bactériologique en pharma, de l'urine, des effluents d'attaque chimique de verre par exemple. Et on va pouvoir les concentrer jusqu'à un facteur très important, entre 4 et 5 en fonction de la composition initiale de l'effluent. Et la pureté de l'eau qui va se retrouver en sortie en une seule passe est très intéressante puisque à partir d'effluents qui sont autour des 1000 microsiemens, on va pouvoir descendre d'un facteur 100 assez facilement en une seule passe sur la conductivité, ce qui tente à prouver qu'elle est débarrassée d'effectivement tous les composés qui sont inclus dans l'effluent. Et ça, on va le faire à une haute efficacité énergétique grâce à la chaleur fatale à basse température. Je vais passer sur cette slide rapidement, mais grosso modo, c'est pouvoir aujourd'hui proposer une solution sur des effluents, éviter les traitements biochimiques, éviter des solutions qui sont plus consommatrices d'énergie comme l'osmose et l'évaporation et d'aller directement au séchage des concentrats en profitant de la faculté d'AquaHive à générer de l'eau qu'on peut réutiliser. En termes d'implantation opérationnelle, aujourd'hui, on propose notre solution sous format conteneur. Ça peut s'adapter à n'importe quel type de bâti et de foncier s'il le fallait. L'essentiel est de disposer de nos modules
qui vont du coup être à même d'appréhender l'effluent et de générer le concentrat et le distillat dont je vous parlais en introduction. Les avantages, d'abord, c'est sans traitement chimique, quelle que soit la nature de l'effluent. Un simple filtrage des grosses particules de matière est nécessaire pour être pulvérisé, pour rendre pulvérisable l'effluent. Mais au-delà de ça, on le prend tel quel. C'est le cas sur le site opérationnel de Rissen dont je parlerai juste après. La maintenance est simplifiée. En effet, le fonctionnement général du système est à pression atmosphérique sans utiliser des architectures ou des structures mécaniques qui sont particulières et devant résister à des contraintes importantes. Je faisais encore visiter le site pilote hier et j'avais la remarque d'un des participants qui me disait c'est marrant comme votre techno est en fait hyper simple. Et oui, c'est hyper simple. Les cadres sont extractibles un à un. Ils sont nettoyables. La membrane en polymère est une membrane classique sans coût particulier d'exploitation ultérieure. Et donc, cette robustesse et cette simplification de mise en œuvre rend la maintenance du coup beaucoup plus aisée. On est capable de traiter différentes sources d'effluents, donc des eaux de process, des eaux de lavage, des eaux de pluie, des eaux surtout fortement chargées, sans nécessairement changer la configuration ni les membranes. Et enfin, j'insiste également, comme mon prédécesseur, sur les financements possibles de l'Agence de l'eau. Et nous avons récemment ajouté Aquahive à une fiche C2E sur la réutilisation de l'eau en chaudière-vapeur, fiche C2E qui est en cours de validation par le ministère. En agroalimentaire, alors plus que alimentaire, puisque le site de Rissen propose sa distillation d'alcool à différents secteurs de l'industrie, mais la particularité de ce site est qu'on est venu se mettre en fin de chaîne sur l'évacuation des effluents de fin de distillation qui sont envoyés en station de traitement chez Rissen et qu'on va du coup faire passer dans nos Aquahive pour aller en chercher la valeur eau qui est extrêmement importante sur le territoire dunkerquois, comme l'expliquait Jean en introduction. Et cette circularisation d'eau pure a été effectivement qualifiée par Rissen pour être compatible de leur process en chaufferie et donc est réinjectée en circulation complète depuis l'effluent industriel jusqu'en amont du process pour la génération de vapeur. Et les paramètres de fonctionnement qu'on utilise sur ce pilote sont des paramètres assez classiques et en bénéficiant de l'avantage que les effluents sortent chauds en sortie de cuve. Donc, c'est une configuration qui est idéale. Les résultats, pour vous parler un petit peu de chiffres sur les phlegmas, puisque c'est le nom que Rissen attribue aux effluents qu'on va traiter avec Aquahive. Donc, en entrée des conductivités, des taux de chlorure et des taux de sulfate qui sont les leurs, en sortie une eau distillée de très faible conductivité, débarrassée de ses composés ioniques et organiques, et qui permet justement la réutilisation en chaufferie. D'autres études de cas, je vais en parler rapidement de deux. L'une qui est à l'origine en fait du projet. Avant que ce pilote soit installé chez Rissen, on avait discuté avec l'industrie de l'hydrogène pour aller faire, on va dire, en une seule passe, un niveau de pureté que fait l'osmose inverse en 2 passes et profiter de la chaleur fatale aux électrolyseurs pour alimenter les Aquahive en chaleur, donc une espèce de boucle vertueuse entre chaleur, production d'eau pure et faible coût énergétique, avec des études préliminaires qui avaient montré le fort potentiel d'Aquahive à générer des économies d'énergie sur cette production d'eau pure nécessaire à la fabrication de l'hydrogène. Puis une étude de cas sur des produits phytosanitaires. Là, la problématique de l'industrie phytosanitaire est peut-être un tout petit peu différente que celle de la réhute, puisqu'ils ont surtout des coûts d'incinération qui sont très élevés pour les volumes d'effluents issus des eaux de nettoyage en NEP, par exemple. Et plutôt que de les incinérer hors site à des coûts prohibitifs, il serait intéressant de réfléchir à des solutions qui permettent de concentrer ces effluents pour en limiter le volume et envoyer en filière de traitement classique uniquement un volume duquel on a extrait de l'eau débarrassée des pesticides et éventuellement réutilisable, voire compatible d'un rejet en milieu naturel. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette technologie, sans prendre trop de temps sur l'ensemble de l'événement, de manière à pouvoir échanger avec vous en fin de session
et c'est avec plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors, je propose que les questions, on les fasse après, parce que peut-être que justement, il y a des questions auxquelles les deux technologies pourront répondre de manière différente, concomitante, j'en sais rien. Mais donc, je voudrais passer tout de suite la parole à Michel Consentino pour Soleo Environnement. Et puis, comme je l'ai dit pour Stentech, qui a eu aussi en ce moment un démonstrateur très intéressant chez Smurfit au bord du bassin d'Arcachon. Donc, Monsieur Consentino, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre accueil et bonjour à vous. Donc, je vais vous parler de Soleo. C'est une entreprise qui a été fondée en 2020. Je suis issu du monde du traitement de l'eau par mon métier et à force de constater qu'à un moment donné, au bout de 12 ans de recherche et développement, j'ai développé un procédé que je vais vous présenter ici avec les résultats qui s'appelle la Clear Impact Station. Bien entendu, l'enjeu industriel aujourd'hui, c'est de pouvoir réutiliser l'eau, une eau qui est fortement polluée pour la rendre la plus proche du milieu naturel et en même temps de respecter tous les paramètres réglementaires et des arrêtés préfectoraux. Donc en petite histoire, en 2023, on a fait un preuve de concept, donc qui était déjà un gros pilote industriel, mais en taille, il a filtré à peu près 20 mètres cubeurs. Et à partir de ces résultats, Smurfit s'est intéressé à la solution et m'a demandé de développer une solution en taille industrielle avec un pilotage et l'intégralité des données qu'on puisse récupérer via les capteurs. Donc, c'est une station qui se gère toute seule, principalement par de l'automatisme et en même temps, elle permet d'avoir tous les jours un rapport, tant sur les temps d'arrêt, tant sur les différents paramètres qu'on va pouvoir observer. Donc, dans ce cadre, en décembre, j'ai réalisé avec le laboratoire Eurofin une analyse sur site en compagnie de Smurfit et on a donc mis en relation le milieu naturel, les sorties de leur station d'épuration et bien sûr le traitement en réuse de la CIS alpha. Alors vous parlez en deux mots, c'est rentrer dans un système qui est piloté pour la réuse. La mission, c'est bien entendu de sécuriser la conformité, notamment sur l'ICPE et CVO+, et en même temps de réduire l'empreinte hydrique. Et en juillet 2023, Soleo, sur cette solution, a eu le label Efficient Label Solution. Ce qui est très important aujourd'hui parce que souvent on est regardé de ce côté-là pour savoir l'efficience de la solution par rapport au QSE et tout ce qui est système RSE. Nous utilisons principalement des moteurs à zéolite naturel, donc qui est un tamis moléculaire qui filtre à peu près à 5 microns. J'ai déposé un brevet sur cette solution et c'est au bout de 12 ans de recherche et développement, parce que ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est un procédé industriel, donc breveté, contrat d'exclusivité sur l'approvisionnement, j'insiste là-dessus, et un gisement aujourd'hui sur lequel on a une vision à 50 années d'exploitation minière. La solution, elle se décompose en une unité modulable, et ici c'est la version pâte à papier, qui consiste à pomper les eaux industrielles avec une première phase de traitement biologique. Et enfin, on passe par de la microfiltration à zéolite. Et en sortie, ça nous permet d'avoir soit un rejet conforme au milieu récepteur, comme l'a dit tout à l'heure M. Devrout, soit, dans notre cas qui nous occupe, de pouvoir permettre la réutilisation des eaux industrielles. Ce procédé, donc aujourd'hui, est opérationnel depuis le mois de juillet 2025 et tourne actuellement sur site de Smurfit Westrock à Biganos. Les mesures, je vais vous les présenter, ce sont les résultats du laboratoire Eurofin qu'on a demandé en collaboration avec Smurfit, bien entendu. Et on constate déjà au niveau du pH, on a un très bon paramètre puisque nous, on sort à 7,2 par rapport à leurs mesures instantanées de 8. Ce sont les mesures instantanées prises par le laboratoire, enfin en tout cas les analyses laboratoires, excusez-moi. Sur les analyses physico-chimiques, là-dessus, on a des taux d'abattement qui vont pour les plus petits à 65% et pour les plus gros, on arrive pratiquement à diviser par 3, voire par 4, notamment sur la DCO et la DBO5. Alors ici, je vous ai mis quand même les pourcentages pour vous donner un petit peu les résultats en forme de pourcentage qui sont beaucoup plus parlants. Et donc, on peut observer sur la DBO5, par exemple, où on arrive à un pourcentage de 96,43 et d'excellentes performances sur la DCO à 64,25 et les matières en suspension, on est proche du milieu naturel. Les métaux lourds qui fait partie des paramètres qui sont hyper surveillés, donc dans les rejets, on a pu avoir des abattements proches de 99%. Là, le rôle d'échange de cations des zéolites est très performant sur ce point et elle permet justement de pouvoir capter, d'absorber ces métaux lourds et de pouvoir les garder à l'intérieur dans leur structure. Un point qui était amusant, qu'on a relevé lorsque j'ai présenté les résultats, ici sur l'eau de rivière, on avait un taux de zinc qui était à 43,2
qui ressort au sortie d'usine, donc qui fait sa belle vie, traverse toute la matrice, elle ressort à 43,7. Cependant, dans la CIS alpha, elle est totalement absorbée. Ça a notamment été un indicateur très fort pour eux, puisqu'ils le connaissaient, cette valeur. Historiquement, ils savaient qu'ils avaient toujours des problèmes de zinc sur leur eau de captage, donc de la rivière. Le rendement sur les métaux lourds, il n'y a pas de sujet. Les éolites sont performantes. On est à 99,99% sur certains métaux et les plus petits à 99,58%. Les paramètres azotés, idem. Le phosphore total avec un abattement de 84,2% et l'ammonium, on est à 98%. Microbiologie, lorsque l'on a fait les analyses, donc le laboratoire a choisi les échelles là. Vous voyez, par exemple, ici, fibration membranaire, et ici, on avait 2 typologies, c'est numération. Et sur la numération, malgré l'échelle haute, on est pratiquement 600 fois moins pollué que l'eau naturelle sur les bactéries. Les cinétiques d'activation, ici, je vous ai mis un petit graphique où on voit à peu près sur plusieurs jours l'évolution, où on a eu des pics sur les DCO, et nous, les résultats, où on était ici sur la 6-alpha. Alors ça, ce sont des mesures en temps réel, ce ne sont pas des mesures laboratoires. C'est quotidiennement, on fait des mesures laboratoires chez eux. C'est les opérateurs Smurfit qui font ces mesures. Donc, ce sont vraiment leurs mesures. Le secteur industriel concerné, c'est pratiquement toute l'industrie. Les papiers, la chimie, l'agroalimentaire, j'en ai mis quelques-uns. Les entreprises, les ETI, les PME industrielles, les grands comptes, aussi l'énergie et la pharma, le secteur public et les applications, donc en assainissement ou en eau potable. Enfin, aujourd'hui, Soleo a cet écosystème de partenaires industriels et financiers de premier plan, mais également des clients et avec lesquels on est en train de travailler, notamment Arkema, Euroloc. L'armée nous a sollicité sur d'autres domaines et j'ai pris l'exemple du zoo d'Amnéville où on est en train de travailler sur le bassin des otaries qui ont des gros problèmes d'ammonium et dont les solutions hors naturelles ne sont pas audibles. Donc, on a proposé cette solution de filtration à zéolite. Et bien sûr, on est toujours en contact avec la GRAF Grand Est sur le sujet des PFAS, sur lequel encore on est en train de faire une phase d'étude de faisabilité. Alors, pour terminer sur ce projet, Smurfit a pu intégrer, via l'agence de l'eau Adour-Garonne, des aides pour ce projet. Donc, ça a été aussi un des leviers facilitants pour la mise en place d'un pilote industriel à taille industrielle. Et donc, à la suite de fin mars, on a une clause de revoyure pour prouver une solution de développement industriel en partenariat avec Smurfit Westrock. Voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique. Jean, je vous remercie pour votre écoute et disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Michel. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un peu les questions dans l'ordre. Et j'imagine que les premières questions, elles s'adressaient à Stentech d'abord, mais en fait, je me dis que ça peut valoir le coup que les deux répondent. Donc, il y avait cette question sur les pesticides. Est-ce que c'est efficace à 100%? Donc, David, je vous laisse répondre. Donc, la question, elle est large. On a eu l'occasion de travailler sur des effluents contenant des pesticides. La réduction est quasi totale. Je pense que le mieux est de passer sur notre banc d'essai une centaine de litres d'effluents. C'est ce qu'on propose classiquement aux industriels qui se rapprochent de nous pour savoir comment la technologie peut satisfaire leurs besoins, de manière à ce qu'on puisse faire du distillat, faire du concentrat et renvoyer ces résultats pour analyse ultérieure et savoir ce qu'il reste vraiment dans l'eau distillée. Une chose est sûre, c'est que leur quantité est quasi négligeable et qu'après un post-traitement très léger doit pouvoir permettre d'en absorber la quasi-totalité. Un point important, c'est que la solution AquaHive ne fait pas de traitement, elle fait de la séparation, c'est-à-dire qu'elle vient en amont d'une solution classique de traitement pour, d'une part, générer de l'eau débarrasser de la quasi-totalité des composants de l'effluent industriel et d'autre part générer un concentrat qui permet la diminution de volume avant d'entrer dans une filière de traitement plus classique. D'accord. Est-ce que Michel, peut-être la solution Soleo a quelque chose à dire sur les pesticides? Oui, effectivement, moi je peux, pas par la connaissance des éolites, je sais qu'elles interagissent pas mal sur des composants chimiques qu'on peut traiter. Alors, bien sûr, il y aura toujours une petite phase test
qui est obligatoire C'est parce ça. qu'on ne déploie pas des solutions comme ça à l'aveugle. Soleo a toujours fonctionné comme ça. On fait des analyses laboratoires. On regarde après en face avec les composants précis des pesticides qui peuvent être contenus dans les effluents ou en tout cas dans le milieu récepteur. Et à partir de là, rien que sur le paramètre ammonium, par exemple, vous voyez, ou NH4, on a déjà des preuves vraiment efficientes. Alors, je rappelle quand même que nous, on avait visé des analyses spécifiques au monde de la pâte à papier, qui était vraiment un milieu complexe, très chargé en matières polluantes, notamment en matière microbiologique et métaux lourds, etc., phosphore, azote. Je ne vais pas parler du benzène et du toluène, ou etc., les composés hydrocarbures, on arrive à 84%. Et sur les pesticides, oui, on peut traiter, mais il y a toujours ce que moi j'appelle notre phase d'étude, qui est un protocole de mise en place de la solution. Et c'est pour ça aussi que dans ce cadre-là, on fait des systèmes multibarrières. Donc, ce n'est pas un système qui est fermé, c'est un système qui est évolutif. Le corps principal reste toujours les zéolithes, et la suite, ça peut être des modules additionnels qu'on va rajouter pour améliorer la performance. Alors, du coup, ça m'a fait penser à une question, et vous l'avez évoqué, Monsieur Poisat, c'est la notion de test, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une aventure industrielle, d'installer un pilote ou une installation à échelle 1 chez un industriel, vous faites des tests. Est-ce que vous avez un banc d'essai chez vous? Comment ça se passe? Vous essayez, vous amenez des bidons chez un industriel, chez Ryssen par exemple, puisque vous avez une installation chez eux, et puis comment ça se passe concrètement? Et puis pareil, même question pour Michel en fait. Non, aujourd'hui, on dispose d'un banc d'essai chez nous. Donc, la première étape, et je rejoins Monsieur Constantino sur cette étape préliminaire, compte tenu de nos solutions qui ont peu de recul sur une utilisation pleinement opérationnelle, il y a toujours une phase où on va aller chercher à bien comprendre les enjeux des effluents industriels. L'aspect polyvalent de notre solution fait que justement, on a besoin de cette étape préliminaire qui est de prendre une centaine de litres que nous envoient les industriels par bidon, de les passer sur notre banc d'essai qu'on a dans notre laboratoire, d'en ressortir un concentrat et un distillat et d'analyser a posteriori la composition de chacun pour savoir quelles sont les limites et comment envisager la suite d'un déploiement soit à échelle réduite, soit à échelle complète, de manière à vraiment comprendre les enjeux et surtout faire une analyse techno-économique qui soit la plus complète possible, parce que bien souvent, les enjeux sont... Il y a des économies directes, mais il y a aussi des économies indirectes qui peuvent être générées par l'utilisation de solutions telles que la nôtre. Donc, c'est très important de bien comprendre la composition de l'échantillon, ce qui sort de notre techno, comment mettre en œuvre la techno dans les flux opérationnels de l'utilisateur final, de manière à bien calibrer l'impact économique et la valeur ajoutée d'une solution comme AppWive sur un site industriel. Et il y a beaucoup finalement de cas particuliers et peu de cas généraux sur lesquels on va faire des dimensionnements. Donc la réponse à votre question, c'est oui. On dispose d'un banc d'essai dans nos laboratoires et on est fortement demandeur d'échantillons à passer pour voir un peu comment se comporte le dispositif face aux effluents. Ce qui permet peut-être de répondre par avance à une autre question qui a été posée sur le colmatage. Donc, effectivement, le colmatage des membranes reste possible, mais est très modéré par rapport à ce que instinctivement on pourrait penser. On a passé récemment des échantillons dont la DCO était autour de 55 000, ce qui est très fortement chargé. Et les membranes ont particulièrement bien encaissé le choc sur nos essais de laboratoire, pour la bonne et simple raison que cette douche en fait de pulvérisation, comme on n'est pas en transverse par rapport à la membrane, mais en tangentiel, on vient en fait générer en fonctionnement un principe d'auto-nettoyage qui est très intéressant pour ce type d'échantillon. Et le colmatage est vraiment bien maîtrisé et peu fréquent. En cas de colmatage, de toute façon, nos cadres sont remplaçables et lavables. Donc on peut imaginer sur des opérations en continu des
des zones de maintenance ou des périodes de maintenance dans lesquelles on vient périodiquement faire une maintenance préventive qui va être allégée par la simplicité de notre architecture. Alors, Michel, peut-être sur les bancs d'essai, puis effectivement, il y avait cette question un peu plus bas, je vois, pouvez-vous mettre en œuvre des pilotes à taille labo? Voilà, enfin, la question du test, comment chez Soleo ça se gère? Alors, justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait fait une preuve de concept et aujourd'hui, on a on va dire, je l'appelle communément dans notre jargon technique une station lab. C'est un petit pilote, vraiment petit, hein, où on peut faire des essais avec des quantités quand même IBC, déjà des IBC à taille d'IBC. Donc, on aurait genre 2, 3, 4, 5 IBC. Et là-dedans, dans notre petit système de filtration, on peut tester là-dedans à l'intérieur et faire des analyses et des retours aux clients. Donc ça, on le fait aussi, on le fait ponctuellement, mais ça nous est arrivé en amont de déployer une solution, on l'a fait à taille petite. Cependant, je précise toujours, et c'est important de le dire, un test laboratoire n'est jamais un test en flux continu comme nous l'avons fait chez Smurfit par exemple ou chez Arkema. Donc ce sont des flux continus, changeants, qui permettent de stabiliser et fiabiliser. Et dans ces procédés-là, on utilise tout ce qui est pilotage automatique, etc., comme je vous l'ai dit. Alors oui, pour répondre à la question simplement, on peut faire des très petites tailles pour tester ce qu'on appelle aussi des colonnes réacteurs. Il y a une question aussi, si vous me permettez, pardon, Jean, pour Monsieur Collard. Il y a le colmatage. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose sur le colmatage. Oui, déjà. alors le colmatage, nous, c'est très simple. Nous, on a des systèmes de contre-lavage. Pour répondre en deux questions en une, sur la filtration en zéolite, elle peut faire sous pression ou en gravitaire. Oui, il y avait ça aussi. Les deux systèmes fonctionnent très bien. Le gravitaire est une application qui est différente par rapport à sous pression. Ce sont deux champs d'application complètement différents, mais c'est totalement compatible. Ensuite, on a des systèmes de contre-lavage backwash avec des contrôles de delta P qui nous permettent de déclencher des contre-lavages sélectifs et précis qui nous permettent après de détasser un petit peu les médias en sachant que les zéolites, elles, en amont, elles sont protégées par toute la partie biologique qui pourrait éventuellement saturé en matière organique, on va dire. Mais cependant, on a mis en place, par exemple, sur des types de poches H2S, donc des sulfures d'hydrogène, on a mis en place une stratégie d'air, de pulsion, donc sans chimie. C'est important, hein. Là je rejoins M. Poisa. On évite la chimie sur la zéolite, elle travaille déjà assez bien. Et donc, on envoie plutôt de l'air pulsé. Et donc, à ce moment-là, on arrive à régénérer. Et ça, c'est surveillé en permanence. C'est un paramètre qui est surveillé par notre machine. Alors, on continue. Les questions dans l'ordre, je trouve que c'est pas mal. Le colmatage, on a vu. Voilà. Est-ce qu'il existe le procédé en version mobile, notamment pour des sites proches, pour des traitements ponctuels? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les conteneurs sur roulette? Un conteneur, l'avantage, c'est que ça se déplace. Après, aujourd'hui, on a notre banc d'essai en laboratoire qu'on peut éventuellement envisager de projeter sur site si le besoin s'en fait sentir. Donc, je dirais, oui, il y a des unités mobiles qui peuvent exister. Maintenant, elles ont leur capacité propre, qui n'est peut-être pas adapté à la capacité nécessaire du site sur lequel on a envie de projeter. Je dirais qu'il y a en gros trois phases principales au projet qu'on dimensionne aujourd'hui. Il y a une phase préliminaire de test sur échantillon réel pour savoir un peu où on en est côté concentrat, côté distillat. Il y a une phase où on va, cette fois-ci, et c'est vrai, M. Constantino a raison, il y a une forte différence entre passer pendant 4 heures un effluent dans une machine de laboratoire et passer en flux continu un effluent sur site industriel. Donc, il y a forcément nécessité à aller sur site, bien comprendre les enjeux et mettre en place peut-être une unité à taille réduite. Et ensuite déployer pleinement en solution full automatisée, comme c'est le cas chez Ryssen aujourd'hui, une solution qui va du coup tourner H24 sur un cycle complet. Donc, unité mobile, oui. Pourquoi faire? C'est la question sous-jacente.
si c'est pour faire un test, si c'est pour être une solution pleinement opérationnelle, les dimensions vont être à adapter avec le flux. Et c'est une question qu'il faut se poser en amont. C'est EDF qui vous pose la question, donc j'imagine qu'ils ont une idée derrière la tête, mais vous pourrez continuer la conversation après. Je serais ravi de pouvoir creuser l'idée avec eux. Je voudrais aussi répondre sur cette question-là. Pour nous, sur Soleo, le problème, la réponse est oui, clairement, on peut partager sur le site. C'est une solution qu'on a envisagée avec Smurfit à l'époque et qu'on est en train de discuter fin février. On va retourner sur site. Donc, les modules peuvent être totalement désolidarisés et retransposés sur un autre site. Ça, c'est l'avantage aussi du système modulaire. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a assemblé la machine, c'est-à-dire ground zero, il n'y avait rien sur le terrain. Et le moment où on a mis en route le premier litre d'eau qui est passé dans la machine, il s'est passé 4 semaines, ce qui est très rapide pour un milieu de déploiement industriel. On a un temps réfléchi de mettre ça en conteneur, mais le conteneur, pour nous, il y avait un problème de taille de filtre, puisque pour avoir un volume conséquent quand même qui soit audible pour le client, on était limité à des petits filtres de 500 kg d'unité. Alors, on pouvait traiter de l'eau, bien sûr, sans problème, mais si c'est dans cette optique-là, Soleo sait aussi faire ce système containerisé sur demande du client. Mais on les réalise vraiment à la demande du client, parce que ça prend beaucoup de temps, d'ingénierie et d'espace. Donc ça, c'est important de le préciser. Oui, puis alors voilà, je voulais quand même souligner que c'est Julien Devroute qui disait que ça pouvait être intéressant pour le traitement des eaux d'extinction d'incendie. Oui. Et je crois, M. Constantino, que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec des copiers. Hein, voilà. Oui, on en a parlé avec le SDIS, c'est pour ça que j'ai mis le logo du SDIS. On est en train de travailler sur les PFAS. Et aujourd'hui, Soleo est en train de préparer une solution multibarrière qu'on va soumettre peut-être à un site pilote, qu'on va pouvoir mettre en collaboration avec la DREAL, avec l'Agence de l'eau, etc., pour pouvoir mettre en place ce système et qu'on coordonne une solution efficiente, mais en même temps qui soit proche du milieu réel. Le problème, c'est, par exemple, dans le SDIS, dans leur milieu, c'est j'utilise des émulseurs. Ces émulseurs d'ancienne génération encore contiennent énormément de PFAS. Donc, leur problème, c'était de rincer ces cuves, de pouvoir les rendre propres et de traiter cette eau sans risque pour l'environnement au niveau du rejet. Donc, ça a été une discussion en 2025. On s'est donné une clause de revoyure cette année parce que les PFAS étant un sujet quand même assez pointu et complexe, ça demande quand même un petit temps de recherche, de se poser et de lire déjà tout ce qui existe sur le marché avant de proposer une solution qui va être aussi percutante et efficiente. Et ça, ce sera fait dans le cadre d'un développement en partenariat avec une entreprise. Donc aujourd'hui, je lance un appel aussi aux industriels présents s'ils ont des problématiques, ou même à vous, Monsieur Devroute, hein, avec l'Agence de l'eau, en tout cas sur la Rhin-Meuse, on en a déjà parlé. Donc ils sont vraiment au courant de la solution globale qu'on a présentée en avril 2025, Et donc ça les a fortement intéressés. Mais aujourd'hui, il faut aussi un financement derrière. Et l'industriel peut-être n'a pas toujours les financements adéquats s'il n'est pas accompagné. Voilà. Alors, encore 2 questions techniques pour chacun de vous. Là, alors encore Michel, la gestion de la zéolite usagée, la gestion du concentrat, en fait, quid? Alors, tout simplement, encore une fois, une bonne nouvelle, Soleo a développé, donc, parmi les revendications du brevet, la régénération in situ de la zéolite. Donc, ça passe par un procédé. Ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais l'envoyer. C'est un petit résumé succinct du brevet où j'explique clairement ce qu'on fait avec les polluants une fois qu'ils ont été régénérés. Et donc, on redonne vie, et c'est ce qui a été aussi l'objet de la labellisation par Solar Impulse, de régénérer ces roches. Même si aujourd'hui elles sont à foison, il faut toujours penser à recycler une matière autant que faire se peut. Voilà. Donc, cette question qui est très vaste, je peux l'apporter par écrit directement aux auditeurs. Il n'y a pas de problème. Et le déchet lui-même, enfin, donc les métaux lourds, de manière concentrée. Tout est expliqué dedans, donc avec l'histoire on va dire, il y a plusieurs principes. Il y a l'extraction par azote. Après, on peut faire aussi par de la crémation. Il y a plusieurs systèmes qui vont. Et on a plusieurs procédés qui sont aujourd'hui testés déjà. On a déjà testé, donc qui fonctionnent. Et donc, le brevet, justement, est aussi sur cette utilisation de régénération des zéolites. Donc, je l'expliquerai par écrit. C'est un petit peu complexe avec les formules, etc. Alors, il y avait la question des membranes céramiques. Je pense que c'est pour M. Poisat. Oui, la question est est-ce qu'on utilise des membranes céramiques ou est-ce que… Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, oui.
Alors non, les membranes qu'on Oui. utilise aujourd'hui sont des membranes en polypropylène. Consommation énergétique. Alors, Monsieur Poisa, on a bien compris que c'était la chaleur fatale. Côté Soléo, enfin, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Côté Soléo, quelles sont les Côté consos? Soléo, le bilan énergétique, il est en cours, puisque c'est une phase d'étude, hein, je le rappelle. Cette partie-là, elle fait, alors pour l'instant, je les garde un petit peu de manière confidentielle, parce qu'on les a encore, je n'ai pas l'autorisation de communiquer là-dessus du client. Alors, c'est bizarrement, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, ce sera aussi communiqué sur ce bilan énergétique. Les volumes d'eau traités aujourd'hui, alors vraiment en période lisse, on est à plus de 20 000 mètres cubes sur 3 mois d'eau réutilisée. Et vraiment, c'est au rythme très fin, puisque Smurfit nous a imposé aussi, pour des questions de coûts, etc., d'expérimentation, de travailler sur un certain débit. Donc voilà. Mais un bilan énergétique, le bilan financier, le ROI, tout ça sera présenté en avant-première à Smurfit, et je reviendrai après dans une plaquette où je présenterai ces résultats. Ok. Est-ce que j'ai raté une question? Oui, il y avait la question des débits. Débit de traitement journalier pour les unités mobiles. Alors bon, c'est peut-être un peu prospectif, mais au moins, peut-être aujourd'hui, sur l'existant. Peut-être quel débit vous traitez sur les pilotes que vous avez déjà mis en place? Nous, on est sur des pilotes qui peuvent aller entre 20 et 100 mètres cubes heure. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, ce qui est dimensionné chez Smurfit, c'est un pilote qui va de 20 à 100 mètres cubes heure. On a testé des vitesses de croisière au-delà de 20, on est arrivé à 30 mètres cubes heure. Puis après, pour des raisons de choix stratégiques de Smurfit, parce qu'il y a quand même une consommation pour la partie traitement biologique, ils ont dit on va rester sur ces cadences-là. Je veux dire, aujourd'hui, le pilote industriel, il permet de pouvoir déployer une solution à taille de la solution clé en main. Voilà, pour répondre à la question. Et nous, de notre côté, les débits sont un peu plus faibles, mais la structure modulaire du AquaHive permet, après c'est un ratio entre l'impact foncier, je dirais, et le volume à traiter. Mais chez Ryssen, on est autour des 100 mètres cubes jour, nous, pour le coup, sur le pilote. Bon, voilà, après, je crois que Stellango, c'est la R&D 100 mètres cubes heure, pardon. 100 mètres cubes heure. Ah oui, 100 mètres cubes heure, oui. Voilà. C'est une grosse différence, oui. Merci de la précision. Oui, envoi du résumé du brevet de régénération in situ de la zéolite. Oui, pas de souci. Tu verras avec Madame Angot. Oui, pas de souci. Mais même à l'ensemble, il n'y a pas de mystère. Hein. Je l'ai déjà partagé avec Smurfit, il n'y a pas de problème. Je préfère le donner. Il y a une lecture et après, on peut revenir sur les questions parce que vous l'expliquez. Voilà, moi, je vais rentrer dans la technique et puis c'est un peu long. Mais en écrit, c'est hyper facile à comprendre. C'est la synthèse du brevet. Bon, je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion à donner, mais voilà 2 technologies qui me semblent intéressantes. Je sais, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, on peut encore prendre 5 minutes. C'est sur le temps de l'apéritif, mais je vous laisse, je sais pas si David et Michel, vous avez envie de conclure, ou peut-être Julien, si vous avez. Est-ce que Julien, vous avez appris des choses ce matin? Oui, mais c'est très intéressant de voir les évolutions technologiques qui existent au service des industriels, parce que comme je l'ai présenté, effectivement, en amont, on a un certain nombre d'enjeux sur le sujet, on a des nouveaux enjeux, on l'a dit avec l'EPIFAS, et c'est bien qu'on puisse avoir des réponses en face, que les industriels puissent avoir des réponses en face, parce que derrière, par rapport à la préservation de l'environnement. Donc oui, et la question que j'avais posée par rapport au traitement, aux unités mobiles, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi de, en cas d'incendie, pour le traitement des eaux avant de les rejeter. Donc c'est vrai que il y a des choses intéressantes que les industriels seront forcément preneurs. Donc, alors, ça me fait revenir une question, et vous en avez parlé dans votre présentation, Monsieur De Vroet, hein, ce sont les brefs de l'Union européenne, c'est-à-dire finalement l'ensemble des technologies valides pour mettre en œuvre la réglementation. Enfin, je le résume un peu comme ça. Est-ce que aujourd'hui, ces 2 technologies, est-ce que vous êtes référencé dans ces brefs? Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce qu'il faut faire des démarches? Est-ce que, voilà, comment se fait le lien entre la technologie
Stentec ou la technologie Soleo et les brefs de l'Union européenne? Alors, le lien précisément, donc les brefs sont revus à une périodicité. Il n'y a pas une périodicité clairement définie, mais ils sont revus, on va dire, régulièrement. Et c'est fait vraiment au niveau européen, entre les différents États. Alors, je ne saurais pas vous dire comment, derrière, quelles sont les nouvelles technologies, mais je sais que dans l'établissement des brefs, il y a des questionnaires qui sont aussi envoyés au niveau des industriels pour justement voir quelles techniques sont mises en œuvre sur les sites, pour justement recenser l'ensemble des techniques, quelles sont les meilleures techniques mises en œuvre. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre des révisions des brefs, voilà, si ce genre de technologies sont mises en œuvre, elles seront mises en avant par les industriels et donc seront portées aussi au niveau européen. Donc ça, c'est sûr qu'à l'avenir, ça pourra être mis en avant aussi. D'accord. Je ne sais pas si Michel ou David, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou peut-être Moi, écoute, déjà remercier l'auditorat qui était présent avec des questions très pertinentes et intéressantes. On est en train de... Alors, Soleo aussi travaille sur d'autres axes de traitement, notamment sur des unités qui peuvent traiter ici, par exemple, en Moselle. On a des problèmes d'eau d'exor des mines, puisque c'est un ancien site minier. Et on a énormément, contrairement à vous, dans les Hauts-de-France, on a énormément de stocks d'eau disponibles, mais aujourd'hui, la perméabilité entre les strates de ces eaux-là souterraines et aussi au-dessus, la perméabilité commence à être assez amoindrie et assez complexe. Et donc, on nous a demandé déjà de réfléchir sur des solutions de traitement qui peut être aussi, pour M. Devrout, audible dans le traitement portatif ou des solutions à mettre sur place dans des grandes quantités ou d'unités. On va pouvoir traiter ces eaux d'exor et de les rejeter dans le milieu naturel sécurisé. Parce que les eaux de mine, comme tout le monde le sait, sont hyper chargées en métaux lourds et d'autres joyeusetés chimiques qui remontent donc du bassin. Et donc, c'est un gros souci. Et Arkema, sur la plateforme de Carlin, est impacté justement par l'entrée du process de leur eau par les métaux lourds. Et ça impacte fortement leur production d'acrylate, par exemple, etc. Donc là-dessus, on a été aussi sollicité sur ce projet. David, de mon côté, en mot de conclusion, d'abord, merci à tous. Merci à vos questions. C'est toujours très intéressant ce genre d'événement pour pouvoir échanger. Après, comme toute solution innovante, technologique et industrielle, il y a besoin de bien appréhender les besoins des utilisateurs finaux. Donc, j'engage vraiment tout l'auditorat à nous contacter si vous pensez qu'il peut y avoir un sujet d'intérêt à discuter avec vous. Nous, on est prêt à mettre toute notre énergie à votre service pour voir si effectivement il peut y avoir une pertinence de notre techno vis-à-vis de vos besoins. C'est un sujet compliqué, l'eau. C'est un sujet qui n'est pas simple, c'est un sujet qui est prégnant, c'est un sujet qui est au long cours et il n'y a qu'en motivant des discussions, même si elles ne mènent pas forcément à l'élaboration d'un projet, elles peuvent toujours déboucher sur des synergies locales ou territoriales et en tout cas faire évoluer aussi bien notre technologie que la compréhension de notre technologie par vous. Donc, une discussion n'est jamais perdue. Si vous pensez qu'il y a une pertinence, n'hésitez pas à nous contacter. On répondra avec plaisir à vos sollicitations pour étudier des projets soit de concentration, soit de distillation, soit les deux, soit de synergie, puisque vous l'avez compris, le territoire du Dunkerque en particulier, c'est beaucoup de synergie entre l'eau, la chaleur, les filières d'approvisionnement et de traitement. Et donc, si vous êtes voisin d'une entreprise qui a de la chaleur et que vous avez besoin d'eau, ou réciproquement, notre technologie peut répondre à ces enjeux synergiques qui sont vraiment des enjeux d'avenir. Merci à tous. Très bien, merci à tous, merci à vous d'être intervenus, merci Monsieur Devrout aussi. Et puis vous pouvez toujours nous adresser vos demandes, on les répercutera auprès des deux technologies, des deux entreprises, où vous pouvez y aller en direct aussi. Voilà, et puis écoutez, il me reste à vous dire au revoir et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup à vous, merci pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir.